Le soleil se glisse au-dessus de l'horizon, peignant le Nil d'or liquide, comme si le fleuve passait un casting pour la voie navigable la plus glamour du monde antique. Sur une rive, un pêcheur pousse son bateau en roseau dans le courant, saluant l'ibis qui défile comme un mannequin sur un podium. Au loin, des villageois portent des paniers de céréales, leur rire se mêlant au clapotis des rames. L'air sent la terre humide et les possibilités. Ce fleuve n'est pas juste de l'eau, c'est le Wi-Fi antique qui reliait tout le monde. Chaque année, la crue du Nil étend une couverture noire de limon, transformant le désert en terre fertile, plus vite que vous ne pouvez dire arnaque pyramidale. Ici, le blé et l'orge poussent haut, la bière se brasse trouble mais forte, et les histoires voyagent de hutte en hutte. Au-delà des corvées quotidiennes, une question silencieuse flotte dans l'air. Et si tous ces villages travaillaient ensemble? Ils ne savent pas encore qu'ils rament vers la naissance de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Alors, enfilez vos sandales, montez dans le bateau et gardez vos mains à l'intérieur à tout moment. Les crocodiles d'ici se moquent de la valeur historique. Le long des rives fertiles du Nil, les premières communautés agricoles étaient en fait les villages start-up originaux. Pas d'applications sophistiquées, juste du blé, de l'orge et un profond respect pour la saison des crues. Chaque année, comme une horloge, le Nil débordait, transformant la terre sèche et craquelée en un paradis boueux. Les paysans entraient de pieds nus dans le riche limon, plantant des graines comme s'ils dispersèrent de la poussière d'or. Sachant qu'une récolte abondante signifiait plus que de la nourriture, cela signifiait de la bière. La vie suivait ce rythme, labourée avec des outils en bois, cultivée sous un soleil impitoyable, et jeter un œil au fleuve comme à une célébrité dont les sautes d'humeur décidaient du sort de tous. Les voisins échangèrent du grain contre du poisson, des paniers contre des ragots, et parfois une chèvre contre une bonne histoire. Les enfants se poursuivaient entre les rangées de cultures, pendant que les anciens, assis sous les palmiers, discutaient de la meilleure façon de garder les canaux d'irrigation en état. Ces communautés ne le savaient pas encore, mais elles jetaient les bases de villes, de commerce et d'une civilisation qui finirait dans les manuels d'histoire, et peut-être dans quelques mèmes. Pour les habitants vivant le long du Nil, le fleuve n'était pas seulement une source d'eau, c'était le coach de vie ultime, économiste et influenceur spirituel, tout en un. Économiquement, il dictait la récolte, décidant si l'année serait un festin ou une famine. Culturellement, il inspirait chansons, danses, et même des phrases de drague comme « Tu es aussi beau que le Nil au coucher du soleil ». Religieusement, le Nil était vénéré comme un être divin, Hapi, le dieu de l'inondation, apportant la crue annuelle qui gardait la terre fertile. Les prêtres organisaient des cérémonies pour honorer le fleuve, offrant du pain, de la bière et parfois une chèvre en parfait état, qui ne s'était probablement pas portée volontaire. Chaque vague semblait porter une bénédiction, chaque crue une promesse. Les pêcheurs le remerciaient pour leur prise, les agriculteurs priaient pour des eaux clémentes, et les voyageurs l'utilisaient comme autoroute reliant des communautés lointaines. Sans le Nil, pas de champs de blé, pas de commerce prospère, pas de temples grandioses, juste beaucoup de sable et des gens très assoiffés. Alors oui, quand il l'appelait le don du Nil, il n'exagérait même pas. C'était le cœur battant de l'Égypte, coulant dans chaque histoire, chaque rituel et chaque gorgée de bière. À mesure que les villages du Nil devenaient plus animés, la vie avait besoin de plus que des calendriers de plantation et des parties de pêche. Il fallait de l'organisation. Les familles se regroupaient en clans, et les clans formaient de petites tribus, chacune avec son chef. Ces leaders n'étaient pas choisis pour leur beauté, même si une belle barbe ne faisait pas de mal. Ils gagnaient le respect en maintenant les canaux d'irrigation, en réglant les disputes liées aux chèvres et en s'assurant que personne ne monopolise les meilleurs coins de pêche. Les réunions se tenaient sous les palmiers, où les anciens débattèrent de tout, des plans de récolte à qui avait volé le panier de qui. Parfois, la diplomatie signifiait partager une bière. D'autres fois, cela voulait dire chasser un fauteur de troubles hors du village. Avec le temps, l'idée de coopération devint la colle qui maintenait ces communautés unies. Ce qui avait commencé comme un simple travail d'équipe, tu m'aides à planter, je t'aide à pêcher, évolua lentement vers une forme de gouvernance, avec règles, responsabilités et début d'alliances régionales. Le Nil ne nourrissait pas seulement leur ventre, il façonnait leur politique.
Dans ces moments, entre repas partagés et négociations bruyantes, l'Égypte faisait ses premiers pas vers la nation. Au fil du temps, les tribus le long du Nil commencèrent à voir plus grand. Car quand on a déjà maîtrisé l'agriculture, la pêche et la diplomatie caprine, que reste-t-il? La consolidation du pouvoir. Les terres au sud, connues sous le nom de Haute-Égypte, et celles au nord, la Basse-Égypte, avaient chacune leur propre dirigeant, coutumes et déclarations de mode. Apparemment, la forme de la couronne comptait. Au début, elles commerçaient et se chamaillaient parfois pour des territoires. Mais le Nil leur rappelait sans cesse qu'elles faisaient partie de la même grande histoire. Peu à peu, des alliances se formèrent, et les rivalités se transformèrent en mariages stratégiques et festins de paix soigneusement mis en scène. Quelque part, entre les toasts cérémoniels à la bière et les concours de « mon bateau est plus grand que le tien », l'idée de s'unir sous un seul dirigeant prit forme. Ce n'était pas seulement une question de politique, il s'agissait de survie, de ressources et de savoir qui pourrait revendiquer le titre le plus cool de l'histoire, Pharaon. Bientôt, un chef allait émerger pour recoudre la haute et la basse Égypte comme deux moitiés d'une tunique en lin, marquant l'aube d'une nouvelle ère. Et juste comme ça, l'Égypte était prête à monter sur la scène mondiale, coiffée d'une double couronne et d'un sourire assuré. Dans l'Égypte antique, le pharaon n'était pas seulement un roi. C'était le maître absolu du multitâche, cumulant les rôles de dirigeant, grand prêtre, commandant militaire et à temps partiel, fils du dieu solaire Ré. Imaginez être à la fois le PDG et la hotline spirituelle vers les cieux. Ce statut divin de relations publiques signifiait que la parole du pharaon faisait loi, non seulement parce qu'il le disait, mais aussi parce que les dieux l'avaient, en théorie, validé. Paré de sa tenue royale, une coiffe imposante, un sceptre et un fléau, symboles anciens de pouvoir, pas des outils agricoles pour le plaisir, et assez d'or pour faire rougir un rappeur moderne, et il se dressait comme le lien vivant entre les humains et le divin. Le peuple n'obéissait pas seulement, il croyait que ses récoltes, les crues et l'ordre cosmique dépendaient de lui pour garder les dieux heureux. Ce n'était pas un petit boulot. Si le Nil ne débordait pas ou si la récolte échouait, tous les regards se tournaient vers le pharaon avec un silencieux « tu veux nous expliquer ?» Être le fils du soleil avait ses avantages. Richesse, temples en son honneur, tombes somptueuses, mais aussi la pression de tenir le destin d'une civilisation entière entre ses mains, parfaitement manucurée. Les premières dynasties égyptiennes ne se sont pas bâties en un jour, plutôt en plusieurs décennies d'échecs politiques, de drames familiaux et de voyages stratégiques en bateau sur le Nil. Après avoir unifié la Haute et la Basse Égypte, les premiers pharaons se mirent au travail pour renforcer leur emprise sur le pouvoir. Ils standardisèrent les lois, collectèrent des impôts, souvent en grains, ce qui veut dire que votre facture pouvait littéralement se manger, et s'assurèrent que chaque village sache qui était le patron. Des messagers royaux filaient le long du fleuve pour livrer des ordres, tandis que des gouverneurs locaux, nommés par le pharaon, surveillaient leur région. Le pouvoir centralisé signifiait une chose. Si le pharaon voulait un gigantesque temple ou une pyramide, les projets du week-end de tout le monde changeaient soudainement. Ces dynasties ne faisaient pas que gérer les terres, elles ont marqué l'Égypte de monuments grandioses, de symboles royaux et d'une culture unifiée. Et si certains pharaons régnaient avec une main de velours et d'autres avec un poing de granit, tous partageaient un objectif, garder le royaume stable et la double couronne bien en place sur leur tête. Après tout, rien ne ruine plus l'autorité divine que de perdre son trône au profit d'un cousin avec une meilleure barbe. Derrière chaque grand pharaon, il y avait souvent une reine ou une consort royale veillant à ce que le palais ne sombre pas dans le chaos, et parfois manœuvrant politiquement avec plus de tranchant qu'une arête de pyramide. Ces femmes royales ne se contentaient pas de porter des bijoux en or. Elles conseillaient sur les affaires de l'État, supervisaient les projets de temples et, à l'occasion, agissaient comme co-dirigeantes. La parole de la reine pouvait infléchir des alliances, influencer la politique de la cour ou déclencher quelques scandales dramatiques dont les ragots du palais raffolaient. La famille royale était plus qu'une lignée de sang, c'était une marque politique. Les mariages étaient stratégiques, unissant souvent des familles puissantes ou même des États étrangers.
Les princes étaient formés à la guerre et à la gouvernance, tandis que les princesses étaient des atouts diplomatiques enveloppés dans de fines étoffes et de la diplomatie. La vie à la cour royale était un exercice d'équilibre entre pouvoir, tradition et maintien des apparences. Car dans un pays où le souverain était considéré comme divin, la famille royale devait ressembler à une version vivante, parlante et plaquée hors de la perfection. Et si le pharaon était le visage de l'Égypte, la reine et le clan royal en étaient le cadre impeccable qui faisait briller ce visage. Dans l'Égypte antique, la politique et la religion ne se contentaient pas de se tenir la main. Elles étaient mariées sans aucune chance de divorce. Le pharaon n'était pas seulement le chef de l'État, il était aussi le grand prêtre, l'invité VIP de chaque cérémonie au temple, et celui qui devait satisfaire à la fois les dieux et les contribuables. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, c'étaient des quartiers généraux politiques, des centres économiques et d'immenses machines de relations publiques pour l'autorité divine. Les prêtres travaillaient comme le cabinet spirituel du pharaon, accomplissant des rituels pour s'assurer que le Nil déborde à temps et que le soleil se lève chaque matin, parce qu'on ne voudrait pas que ce planning dérape. En échange, le pharaon finançait la construction de temples, offrait des dons et rappelait à tout le monde que son pouvoir venait directement des dieux. Cette combinaison astucieuse signifiait que contester le pharaon n'était pas seulement de la rébellion, c'était du blasphème. Et rien ne coupe plus vite l'opposition politique que d'en faire un crime contre le divin. En résumé, le trône du pharaon reposait sur deux piliers, l'un taillé dans la pierre, l'autre dans la foi, et ensemble, ils maintenaient la structure du pouvoir égyptien solide comme le roc. Avant que l'Égypte n'atteigne son âge d'or, quelques pharaons remarquables avaient de préparer le terrain, à commencer par Narmer, le grand unificateur qui assembla la haute et la basse Égypte comme un tailleur animé d'ambition politique. Il portait la double couronne avec l'assurance de quelqu'un qui venait de l'inventer, car en gros, c'est ce qu'il fit. Puis vint Djéser, le créateur de tendances en architecture monumentale, qui décréta que les tombes à toit plat étaient dépassées et commanda la pyramide à degrés, le premier gratte-ciel d'Égypte. Avec son brillant architecte Imhotep, oui, le même que Hollywood transforma plus tard en momie, Djéser fit de l'enterrement un art et un projet national. Ces premiers souverains ne se contentèrent pas de bâtir des monuments. Ils forgèrent la marque du pouvoir pharaonique. Leur règne mêlait puissance militaire, autorité religieuse et sens aigu des relations publiques qui ferait pâlir d'envie les politiciens modernes. Lorsque l'âge d'or arriva, l'Égypte avait déjà une réputation. Un pays de pyramides imposantes, de rois divins et d'assez d'or pour éblouir les diplomates étrangers. Dans l'Égypte antique, les pyramides n'étaient pas seulement des tombes luxueuses, c'étaient des rampes de lancement spirituelles conçues pour envoyer les pharaons directement dans l'au-delà avec le confort de première classe. En forme de triangle parfait, la pyramide symbolisait les rayons du soleil, guidant l'âme du roi vers le haut pour rejoindre Ré, le dieu solaire. Les côtés lisses et étincelants en calcaire reflétaient de la lumière du soleil si vivement que les voyageurs pouvaient les repérer à des kilomètres, comme la version antique d'une enseigne au néon disant « Ici repose quelqu'un de très important ». Mais ces monuments ne concernaient pas seulement l'au-delà, ils étaient aussi de puissantes déclarations politiques. Construire une pyramide, c'était crier pouvoir, richesse et connexion divine, le tout dans un seul paquet colossal. Elles étaient la preuve inébranlable que le pharaon n'était pas seulement un dirigeant, mais un dieu sur terre avec les moyens de déplacer des montagnes, littéralement. Pour le peuple, elles étaient des merveilles impressionnantes. Pour le pharaon, elles étaient des publicités éternelles qui survivraient même au vent du désert. Construire la grande pyramide de Gizeh n'était pas juste de la construction. C'était le projet d'équipe ultime, sans le groupe de discussion. D'abord venait l'extraction. D'énormes blocs de calcaire étaient taillés avec des outils en cuivre, des coins en bois et beaucoup de sueur. Les ouvriers les dégageaient, les chargeaient sur des traîneaux et les tiraient à travers le désert. Mais voici la partie géniale. Ils versaient de l'eau sur le sable pour réduire la friction, prouvant que les anciens Égyptiens maîtrisaient aussi l'art des astuces de chantier. Ensuite venait le transport fluvial. Des barges transportaient les pierres le long du Nil jusqu'au chantier, où des rampes, plus longues qu'une chaîne de ragots au palais, étaient construites pour hisser les blocs. Des dizaines de milliers de travailleurs,
des artisans qualifiés aux paysans saisonniers, payant ainsi leurs impôts, se déplaçaient avec une coordination parfaite. Nourriture, bière et musique maintenaient le moral, car rien ne dit « construisons une merveille du monde », comme une bonne playlist et des glucides à volonté. Chaque bloc posé n'était pas juste de l'architecture, c'était un témoignage de la volonté humaine, du travail d'équipe et de quelques dos très endoloris. Les techniques de construction de l'Égypte antique étaient si avancées qu'elles feraient lever un sourcil aux ingénieurs modernes, et peut-être leur donneraient envie de prendre des notes. Sans grue, chariots élévateurs, ni même une perceuse électrique, ils ont atteint une précision qui impressionnerait un horloger. Les rampes étaient les MVP. Rampes droites, rampes en zigzag et peut-être rampes en spirale enroulées autour de la pyramide comme un gigantesque toboggan de pierre. Leur boîte à outils comprenait des ciseaux en cuivre, des pierres de dolérite pour frapper et des traîneaux en bois utilisés avec une précision chirurgicale. Les pierres étaient alignées si parfaitement qu'aucune carte de crédit ou feuille de papyrus ne pouvait passer entre elles. Les Égyptiens maîtrisaient aussi la logistique, organisant le travail en fonction des cycles de crue du Nil pour que les paysans puissent se reconvertir en bâtisseurs pendant la basse saison. Et n'oublions pas leur talent pour la gestion de projets. Nourrir des milliers d'ouvriers, garder les outils en parfait état et s'assurer que personne ne construise accidentellement la pyramide à l'envers. Résultat ? Des structures si durables qu'elles ont survécu aux empires, aux tremblements de terre et à des siècles de touristes curieux demandant « Mais comment ont-ils fait ?» La grandeur de l'Égypte antique ne se limitait pas aux pyramides. Oh non, ils étaient en mode démonstration architecturale totale. Les tombes n'étaient pas de simples trous dans le sol. C'étaient des palais souterrains, décorés de fresques représentant la vie quotidienne, les dieux, et assez d'or pour rendre jaloux les milliardaires modernes. Les temples s'élevaient comme des forêts de pierre, avec d'énormes colonnes sculptées en forme de lotus et de papyrus. Chaque surface couverte de hiéroglyphes chantant les louanges des dieux, et bien sûr du pharaon qui les avait commandés. Et puis il y avait le sphinx, mi-lion, mi-humain, et tout mystère, gardant le plateau de Gizeh avec un regard qui dit « J'ai vu des choses que vous ne croiriez pas ». Ces créations n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles étaient une déclaration. Elles mêlaient religion, politique et art en quelque chose de si spectaculaire qu'aujourd'hui encore. Les touristes restent bouche bée sous la chaleur du désert. Dans l'Égypte antique, construire grand n'était pas juste une option, c'était une obligation divine. Même aujourd'hui, la Grande Pyramide suscite des débats plus brûlants que le soleil du désert. Certains disent que ce n'était qu'une affaire de rampe et de force musculaire. D'autres murmurent à propos de technologies perdues, d'architectes extraterrestres ou d'une équipe d'ingénieurs voyageurs temporels, amateurs de calcaire. Les chercheurs modernes se disputent sur les rampes droites, en zigzag, en spirale ou un mélange des trois, basiquement le manuel Ikea du monde antique, mais avec plus de sable. Les archéologues expérimentaux ont tenté de reproduire les techniques pour découvrir que déplacer des blocs de plusieurs tonnes fait toujours mal au dos, même au XXIe siècle. Puis viennent les théories les plus folles, ondes sonores soulevant les pierres, tunnels internes secrets ou cerfs-volants géants tirant les blocs vers le ciel. Pendant que les experts débattent, la pyramide reste là, impassible, brillant sous le soleil comme pour dire « Belle théorie humain. Moi je connais la vérité. » Peut-être qu'un jour nous aurons la réponse définitive, mais d'ici là, le mystère fait partie du plaisir. Si l'Égypte antique était un blockbuster, les dieux en seraient la distribution vedette. En haut de l'affiche, Ra, le dieu soleil, traversant le ciel chaque jour dans son bateau solaire, comme un VIP du trajet domicile-travail, puis combattant des monstres du chaos la nuit, juste pour que le soleil se lève à nouveau. Ensuite vient Osiris, dieu de l'au-delà, de l'agriculture et des bonnes ondes. Sauf cette fois où son frère jaloux Seth l'a découpé en morceaux. Drame familial, bonjour. Isis, l'épouse d'Osiris, était la reine du multitâche, guérisseuse, protectrice et magicienne hors pair, qui a littéralement recollé son mari. Et puis il y a Anubis, gardien des morts à tête de chacal, dont le rôle principal était de peser ton cœur contre une plume pour décider si tu entrais dans l'au-delà ou étais supprimé sur le champ. Ces divinités n'étaient pas lointaines.
Elle faisait partie intégrante de la vie quotidienne, des prières à l'aube aux amulettes pour voyager en sécurité. En Égypte, les dieux ne régnaient pas seulement sur les cieux. Ils façonnaient chaque battement de cœur, chaque récolte et chaque espoir. Pour les anciens Égyptiens, le trajet quotidien du soleil n'était pas seulement joli, c'était une mécanique céleste. Chaque lever de soleil était répointant pour son service de jour, pilotant la barque solaire à travers le ciel, apportant lumière, chaleur et un rappel que le chaos n'avait pas encore gagné. Pas encore. Le coucher du soleil n'était pas la fin. C'était simplement Ré passant en mode nuit, naviguant dans l'au-delà, combattant démons et serpents géants pour s'assurer qu'une nouvelle aube se lèverait. Ce cycle n'était pas seulement la nature, c'était la preuve divine que la vie, la mort et la renaissance faisaient partie de la même boucle éternelle. Les paysans synchronisaient les semailles avec la position du soleil, les prêtres alignaient les temples pour capter ses premiers rayons, et les fêtes marquaient solstice et équinoxe avec musique, danse et probablement quelques coups de soleil dévoués. Le soleil n'était pas juste une boule lumineuse dans le ciel, c'était le tour de victoire quotidien d'un dieu, et chaque Égyptien avait une place au premier rang. Si vous pensez que les festivals modernes sont déchaînés, les anciens Égyptiens ont quelque chose à vous dire. Leurs fêtes religieuses étaient à la fois dévotion spirituelle, fête communautaire, et impressionnons les dieux pour qu'ils ne nous foudroient pas. Les rues résonnaient de la musique des tambours et des flûtes, les danseurs tournaient dans des étoffes de lin coloré, et tout le monde festoyait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce que parfois, les crues du Nil n'étaient pas au rendez-vous. Les sacrifices pouvaient être des offrandes symboliques de pain, de bière et de fleurs, ou des gestes plus spectaculaires, comme l'abattage de bovins précieux pour plaire aux dieux. Les prêtres, vêtus de somptueuses écharpes en peau de léopard, menant des processions solennelles vers les temples, portant des statues de divinités pour que le public puisse les voir, tandis que l'air embaumait l'encens et la viande grillée. Certains festivals durèrent des jours, d'autres des semaines, offrant largement le temps de raconter des histoires, de prier, et soyons honnêtes, de bavarder sur le prêtre qui avait trébuché dans les escaliers du temple. Ces rituels n'étaient pas seulement des obligations religieuses, c'était l'occasion de souder la communauté, de réaffirmer la foi et, avouons-le, de parader dans ses plus beaux habits. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas la fin, mais plutôt un déménagement vers une communauté fermée, très exclusive dans l'au-delà. La vie sur Terre n'était que l'échauffement. Le vrai spectacle se jouait au-delà de la tombe. Ils croyaient que l'âme devait passer une audition cosmique. D'abord traverser l'inframont perfide peuplé de démons à tête de crocodile et d'interactions gênantes avec des dieux particulièrement critiques. Puis venait la fameuse pesée du cœur. Ton cœur d'un côté de la balance et la plume de Mahat, vérité et justice, de l'autre. Si ton cœur était plus léger, félicitations. Tu avais ton ticket pour le champ des roseaux, un paradis avec des récoltes infinies et zéro impôt. Sinon, eh bien, dis bonjour à Amit, la chimère dévoreuse d'âme, avec une tête de crocodile, un avant de lion et un arrière d'hippopotame. Ce système de croyance n'avait pas seulement pour but de faire peur aux gens pour les inciter à bien se comporter. Il donnait un sens à la vie, du réconfort dans le deuil et une raison cosmique de vivre avec intégrité et peut-être de garder ton cœur léger. Dans l'Égypte ancienne, les temples n'étaient pas seulement de jolis bâtiments pour les dieux, c'étaient des salons VIP de toute la civilisation. Imagine un lieu où religion, politique et économie partageaient le même espace de travail, comme un espace de coworking cosmique. Les prêtres réalisaient des rituels quotidiens pour satisfaire les dieux et maintenir le Nil en forme. Les scribes conservaient des montagnes d'archives, et les marchands concluaient des affaires dans la cour du temple, tout en faisant semblant de prier. Ces temples n'étaient pas que des centres spirituels. Ils possédaient des terres, géraient des fermes et prêtaient même du grain comme des banques antiques. Plus le temple était grand, plus son pouvoir l'était aussi. Certains rivalisaient avec le palais du pharaon en richesse et en influence. Les fêtes les transformaient en marchés animés, avec musique, danse et parfois un petit sacrifice de chèvre pour la forme. Entrer dans un grand temple, c'était pénétrer dans un monde où l'autorité divine et le pouvoir politique étaient indissociables. Ton paiement d'impôts et ta prière pouvaient se faire dans la même conversation. En résumé,
les temples étaient le cœur battant de la vie égyptienne. Un lieu où tu pouvais vénérer les dieux, régler des conflits politiques, vérifier le prix du grain et quand même rentrer dîner à l'heure. La vie le long du Nil était essentiellement un grand jeu d'attente pour la crue annuelle. La version de mère nature du jour de paix. Quand le fleuve gonflait et débordait de ses rives, il laissait derrière lui un limon noir et fertile qui transformait les champs en rêves de fermiers. Tout le monde connaissait la règle, planter après la crue, récolter avant la suivante et prier pour ne pas se tromper dans les calculs. Les anciens Égyptiens maîtrisaient l'irrigation avec des canaux, des digues et des shadafs, ces perches à seaux en bois qui faisaient aussi office de salle de sport médiévale. L'agriculture ne consistait pas seulement à nourrir sa famille. Elle alimentait tout le royaume, du plus humble travailleur jusqu'au pharaon lui-même. Le blé et l'orge étaient les vedettes, tandis que le lin faisait tourner l'industrie textile. Les paysans travaillaient en équipe, chantant pour garder le rythme en semant ou en coupant le grain sous un soleil brûlant. Mais ce n'était pas que du labeur éreintant. Après la récolte, venaient les festivals, les banquets et assez de bière pour faire sourire même les dieux. Le Nil n'apportait pas seulement de l'eau. Il donnait le tempo de la vie, dictant quand semer, quand récolter et quand lever son verre à une nouvelle année de survie. Si les crues du Nil étaient le battement de cœur de l'Égypte, le marché était son fil d'actualité effervescent, mais avec plus d'ânes et moins de mèmes de chats. Les marchés en plein air animés apparaissaient près des temples et des quais bondés, où agriculteurs, pêcheurs et artisans transformaient leur dur labeur en pièces de cuivre brillantes ou en paniers de céréales. Imaginez des marchands en lin blanc immaculé, criant leur prix par-dessus les bêlements des chèvres, tandis que des commerçants venus de contrées lointaines marchandaient avec des accents exotiques, proposant encens, bois rares et perles colorées. Le troc était la règle du jeu. Les pièces existaient, mais échanger vos oignons en surplus contre du poisson frais était souvent plus rapide. Le marché n'était pas seulement un lieu d'achat et de vente, c'était le centre des ragots, la scène de rencontre et le spectacle de talents réunis en un seul endroit. Un boulanger pouvait distribuer des échantillons gratuits pour appâter les clients, tandis qu'un tisserand exhibait fièrement un lintin aussi éclatant qu'un coucher de soleil dans le désert. Et bien sûr, dans le plus pur style égyptien, les chats s'étendaient nonchalamment sur des sacs de grains, agissant comme s'ils possédaient les lieux, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Oubliez les étoiles Michelin. La cuisine de l'Égypte antique reposait sur la sainte trinité du pain, de la bière et du poisson. Des miches fraîchement cuites, souvent à base de blé amidonnier, constituaient l'aliment quotidien, avec des croûtes suffisamment croquantes pour servir d'armes de défense contre des oies trop amicales. La bière n'était pas réservée aux fêtes. Elle servait de petit déjeuner, de déjeuner et parfois de paiement pour les ouvriers construisant ces immenses pyramides. Considérez-la comme la version antique d'une boisson énergisante, mais sans le coup de fatigue sucrée. Le Nil était un buffet flottant, regorgeant de poissons comme la tilapia et le poisson-chat, souvent grillés, séchés ou mijotés avec des herbes parfumées. Les marchés débordèrent de dattes, de figues, d'oignons et d'ail, ajoutant de la saveur et un petit supplément de distanciation sociale. La viande était un luxe pour les riches, mais tout le monde, des paysans aux pharaons, pouvait savourer le goût acidulé du fromage fermenté. Imaginez une famille réunie à l'ombre d'un palmier, papa sirotant de la bière dans une cruche en terre cuite, maman partageant le pain avec les enfants et un chat volant sans vergogne un morceau de poisson grillé, simple, nourrissant et toujours accompagné d'une brise du Nil. Si vous pensez que la mode se résume à Paris ou Milan, c'est que vous n'avez pas encore rencontré les stars du podium de l'Égypte antique. Le lin était le tissu de prédilection, frais, respirant et parfait pour survivre à la chaleur estivale du Nil. Les hommes portaient souvent de simples jupes, tandis que les femmes éblouissaient dans de longues robes fluides, parfois si transparentes qu'elles pouvaient faire rougir un pharaon. Les bijoux n'étaient pas de simples accessoires. Ils affichaient le statut social en or, lapis lazuli et turquoise. Colliers, bracelets et pectoraux élaborés brillaient au soleil, souvent assez lourds pour servir d'haltères improvisés. Et le maquillage ? Ils maîtrisaient déjà l'œil charbonneux des millénaires avant les tutoriels YouTube, utilisant le kohl pour souligner les yeux, à la fois pour la beauté et contre l'éblouissement. Les parfums provenaient d'huiles parfumées au lotus, à la myrrhe
et à la cannelle, transformant le quotidien en un spa ambulant. Imaginez une rue animée, une noble ajustant son collier de perles, un jeune artisan exhibant une ceinture fraîchement tissée et des enfants riant en s'enduisant les yeux de colle. Sur les rives du Nil, le style n'était pas seulement mode, c'était identité, charme et un petit brin de frime antique. La vie le long du Nil ne se résumait pas à l'agriculture, au commerce ou à l'art de bien paraître. Il s'agissait aussi de s'amuser, et les anciens Égyptiens savaient y faire. La musique emplissait l'air pendant les festivals et les après-midi tranquilles, avec des harpes, des flûtes, des luths et des sistres marquant des rythmes entraînants. Les danseurs tourbillonnaient avec grâce, leurs jupes de lin flottant dans la brise, tandis que les chanteurs interprétèrent des chansons sur l'amour, les dieux et peut-être quelques potins. Les jeux étaient aussi importants. Le sénet, l'ancien jeu de société, captivait aussi bien les paysans que les pharaons, et les combats de lutte attirèrent des foules enthousiastes. Même les sports faisaient sensation, au sens propre, avec la natation et les courses de bateaux sur le Nil. Imaginez de jeunes hommes plongeant dans l'eau, tandis que les enfants faisaient la course en pirogue de papyrus comme s'il s'agissait des finales olympiques antiques. Lors des soirées plus fraîches, les voisins se retrouvaient pour raconter des histoires, battre le tambour et, pourquoi pas, participer à un petit concours amical de bière. Le divertissement n'était pas seulement un passe-temps, c'était le ciment qui liait les communautés, prouvant que, même il y a des millénaires, on savait travailler dur, bien s'habiller et faire la fête encore plus fort. Avant les émojis et les légendes TikTok, les anciens Égyptiens avaient leur propre façon élégante de communiquer, les hiéroglyphes. Ces symboles complexes n'étaient pas de simples gribouillages. Chacun avait une signification précise, allant de sons à des idées complètes. La légende raconte que le dieu Thoth offrit l'écriture à l'humanité, ce qui explique peut-être pourquoi les hiéroglyphes semblent assez divins pour orner un mur de temple. Les premières inscriptions apparurent vers 300 AM, JJC, gravées dans la pierre et peintes sur les tombes, racontant des histoires de pharaons, de victoires, et oui, même des registres fiscaux, parce que la bureaucratie ne meurt jamais. Les lyres n'étaient pas donnés à tout le monde. Seuls les scribes formés pouvaient les déchiffrer, faisant de l'alphabétisation une sorte de club VIP. Le système combinait des logogrammes, représentant des mots entiers, avec des signes phonétiques, transformant l'écriture en un puzzle où l'art rencontrait le langage. Certains symboles étaient pratiques, d'autres purement décoratifs, ajoutant du style au texte. Pour un œil moderne, c'est comme si chaque publication Instagram était aussi une œuvre d'art. Et bien que les hiéroglyphes aient fini par céder la place à d'autres écritures, leur beauté et leur mystère fascinent toujours les chercheurs. Les voyageurs et les théoriciens du complot, convaincus qu'ils cachent des secrets extraterrestres. Si l'Égypte antique avait eu LinkedIn, les scribes auraient eu les profils les plus enviés. C'étaient les rockstars de l'écrit, à la fois journalistes, comptables et historiens. Armés de roseaux et d'encre, ils enregistraient tout, des décrets royaux aux livraisons de grains, veillant à ce que le royaume ne sombre pas dans un chaos de « qui doit quoi à qui ». Être scribe, ce n'était pas seulement avoir une belle écriture, c'était une question de pouvoir. L'alphabétisation était rare, donc les scribes avaient souvent plus d'influence que les soldats, conseillant les pharaons et tenant les bureaucrates en ligne, ou du moins les faisant paraître organisés sur papyrus. La formation commençait jeune, avec des heures interminables à copier des textes, jusqu'à ce que la main soit plus crispée que celle d'un gamer après une session de 12 heures. La récompense ? Un emploi confortable à l'intérieur, loin du soleil brûlant et du labeur éreintant des champs. Ils étaient les gardiens de la mémoire, ceux qui décidaient ce qui entrait dans l'histoire, et ceux qui, opportunément, n'y entraient pas. Sans les scribes, nous ne saurions peut-être jamais rien des batailles épiques, des rituels divins, ou de cette fois où un noble commanda 400 jarres de bière pour un seul festin. En bref, les scribes étaient le Wi-Fi de l'Égypte antique. Rien ne se passait sans qu'ils le connectent. En matière de matière grise, l'Égypte antique était en quelque sorte la Silicon Valley du monde antique, sans les sweats à capuche ni les lattes hors de prix. Leurs maths ne servaient pas juste à compter les moutons ou les briques. C'était de l'ingénierie de précision pour les pyramides, l'irrigation et le commerce. Imagine calculer la pente d'une énorme rampe en pierre sans calculatrice
et réussir du premier coup. Eux le faisaient avant même le petit déjeuner. En astronomie, ils suivaient les étoiles avec une telle précision qu'ils ont créé un calendrier de 365 jours qui facilitait les semis et plaçait les fêtes religieuses pile au bon moment, parce que personne ne veut fêter le Nouvel An en pleine récolte. Et n'oublions pas la médecine. Les médecins égyptiens écrivaient des papyrus médicaux avec des traitements allant de simples remèdes à base de plantes à d'autres plus douteux, comme appliquer du pain moisi sur les plaies. Ce qui, étonnamment, fonctionnait grâce à la pénicilline avant même qu'elle ne soit découverte. Ils pouvaient réduire des fractures, pratiquer des chirurgies basiques et même soigner les dents, bien que l'anesthésie consistait à mordre ce bâton et prier. Ensemble, leurs maths, astronomie et médecine formaient un empire du savoir qui fit prospérer l'Égypte pendant des millénaires. En gros, c'était l'outil multifonction du monde antique, scientifique, ingénieur et médecin à la fois, tout en portant de magnifiques vêtements en lin. Avant les librairies ou les liseuses, l'Égypte antique avait le papyrus, la première autoroute du savoir. Fabriqué à partir des grandes plantes ressemblant à des roseaux qui poussaient le long du Nil, le papyrus transformait des idées fragiles en quelque chose que l'on pouvait enrouler, stocker et vendre. Pensez-y comme au Kindle de 3000 AVG-C, mais plus durable, à condition d'éviter les inondations. Les scribes l'utilisaient pour tout noter, de la poésie épique et des traités médicaux aux listes de courses et registres d'impôts, car même à l'époque, le percepteur n'oubliait jamais. Le papyrus devint une denrée très recherchée, échangée dans tout le bassin méditerranéen auprès de savants, marchands et dirigeants, avides d'une part du gâteau intellectuel égyptien. Imaginez un marchand phénicien négociant un chargement en marmonnant « ça vaut plus que l'or ». Mais le papyrus n'était pas qu'un produit, c'était du pouvoir culturel. Celui qui contrôlait le flux de papyrus contrôlait la diffusion des idées, faisant de l'Égypte l'exportateur de savoir du monde antique. Sans lui, l'histoire aurait peut-être été écrite sur de l'argile, de la pierre ou, horreur, mémorisée et transmise par votre oncle distrait. Même après que la dernière couronne de Pharaon a pris la poussière, l'héritage intellectuel de l'Égypte antique a refusé de s'éteindre. Leurs hiéroglyphes murmurent encore des histoires depuis les murs des temples, leurs mathématiques continuent de façonner l'architecture, et leurs textes médicaux, avec des remèdes à base de miel et de graisse de crocodile, restent un mélange fascinant de génie et de mieux vaut ne pas essayer ça chez soi. L'astronomie qui guidait autrefois l'alignement des pyramides inspire aujourd'hui les ingénieurs modernes, et les rouleaux de papyrus, nombreux à être conservés dans les musées, continuent d'apprendre de nouvelles choses aux historiens. On pourrait dire que l'Égypte n'a pas seulement offert des monuments au monde, elle a transmis un manuel d'utilisation de la civilisation, illustration incluse. Du rêve et de la perte tragique, de la bibliothèque d'Alexandrie à l'influence sur le savoir grec et romain, le savoir égyptien a voyagé bien au-delà du Nil. Aujourd'hui, chaque hiéroglyphe déchiffré, chaque artefact exhumé, rappelle que la plus grande merveille d'Égypte n'était pas seulement les pyramides, mais sa capacité à penser, à enregistrer et à partager. Leurs empreintes intellectuelles sont partout, nous rappelant discrètement que les grandes idées peuvent survivre aux empires, et peut-être même aux coupes de cheveux ratées. Oubliez l'image des bâtisseurs de pyramides avec des ciseaux. Quand l'Égypte antique partait en guerre, c'était une machine bien huilée et parfaitement organisée. L'armée égyptienne n'était pas juste un groupe de paysans armés de lances. C'était une force professionnelle avec des rangs, un entraînement et un arsenal franchement intimidant. Les archers faisaient pleuvoir des flèches à distance, les conducteurs de chars traversèrent le champ de bataille comme des voitures de sport antiques, et l'infanterie marchait en formation serrée, les boucliers brillants sous le soleil du désert. Leurs armes, des lances à pointe de bronze, des épées kopèches avec cette élégante courbure, et des arcs si grands qu'ils pouvaient servir d'encadrement de porte. L'armée n'était pas seulement une question de force brute, c'était un symbole de statut, une vitrine de la richesse et du pouvoir de l'Égypte. Servir signifiait des avantages comme des terres, du butin et probablement un dîner bien meilleur que celui du paysan moyen. Avec leurs uniformes de kilt en lin, d'armures en cuir et de plumes colorées, ils étaient aussi élégants qu'ils combattaient hommes bien. Le pharaon n'était pas seulement un souverain, il était commandant en chef,
souvent représentés menant la charge dans des scènes de bataille gravées dans les murs des temples. Ce n'étaient donc pas des escarmouches aléatoires, c'étaient des opérations bien planifiées qui disaient au monde « cherche des ennuis avec l'Égypte et tu le regretteras ». Si vous pensez que l'Égypte antique ne se battait que pour savoir qui aurait le dernier rouleau de papyrus, détrompez-vous. Leur campagne militaire contre les Nubiens, les Libyens et les Hittites étaient de véritables blockbusters du monde antique. Contre les Nubiens, au sud, il s'agissait d'or, de bétail et du contrôle des routes commerciales du Nil. Imaginez des chars blindés fonçant à travers des savanes brûlées par le soleil. À l'ouest, les Libyens n'étaient pas des amateurs. Ils apportèrent des guerriers rapides et des tactiques forgées par le désert, transformant chaque bataille en partie d'échecs à haut risque. Et puis vinrent les Hittites. Oh là là, ces types étaient les poids lourds d'Anatolie, maîtres des armes en fer et des formations massives de chars. L'affrontement de Kadesh fut si intense qu'il aurait pu avoir sa propre bande-annonce de film d'action. 2 empires, un champ de bataille, 0 détente. Malgré le sang versé, ces guerres n'étaient pas seulement destinées à écraser l'ennemi. Elles ont façonné les frontières, la richesse et même la diplomatie de l'Égypte. Les victoires apportèrent la prestige, butin et parfois un animal exotique pour le palais, tandis que les défaites offraient de dures leçons de stratégie. Au final, l'Égypte n'était pas seulement une terre de pyramides et de prêtres, c'était une puissance militaire capable d'affronter les meilleurs du monde antique. Après que la poussière et beaucoup d'égos meurtris se fut dissipée après la bataille de Kadesh, l'Égypte et les Hittites décidèrent qu'ils en avaient assez de jouer aux pires voisins du monde antique. Ainsi naquit le traité de paix de Kadesh. En gros, le premier « Mettons-nous d'accord pour ne pas être d'accord » écrit. Gravé dans la pierre et rédigé à la fois en hiéroglyphes égyptiens et en cunéiforme acadien, il ressemblait à un mélange entre un contrat juridique et un texto du type « On est toujours amis, hein ?» Le traité promettait une défense mutuelle. Oui, les mêmes qui venaient d'essayer de se réduire en miettes juraient désormais de céder si l'autre était attaqué. Des échanges de prisonniers et un engagement ferme à arrêter de se poignarder, au sens propre. Pour le pharaon Ramsès II, c'était un coup diplomatique magistral. Il conservait son trône, sa réputation, et obtenait en prime l'une des alliances les plus célèbres de l'histoire. Pour les Hittites, cela signifiait ne plus craindre de voir débarquer des chars égyptiens devant chez eux et pouvoir se concentrer sur leurs propres histoires. Résultat, 2 superpuissances antiques comprenant que parfois, la paix coûte moins cher que la guerre, et qu'elle est bien meilleure pour les garden parties du palais. Une fois les lances rangées et les traités signés, l'Égypte tourna son regard vers quelque chose de bien plus rentable que la guerre, le commerce. Imaginez des quais animés le long du Nil, où les bateaux ployaient sous le poids de marchandises exotiques venues de terres si lointaines qu'elles semblaient mythiques. De la terre de Pound arrivait de l'encens parfumé et de l'ébène, du Liban, du bois de cèdre parfait pour les temples et les navires, de la lointaine Chypre, du cuivre étincelant au soleil. Les commerçants marchandaient avec des accents aussi variés que leurs produits, créant un chœur de langue capable de dérouter même le scribe le plus polyglotte. Les marchands égyptiens paradèrent dans les marchés, vêtus de fin lin, arborant des bijoux en or comme pour dire « Oui, nous avons à la fois du style et des surplus ». Mais il ne s'agissait pas seulement de richesses matérielles. Ces routes commerciales étaient le réseau social de l'Égypte, diffusant nouvelles, idées et parfois ragots sur les rois étrangers. Et bien sûr, le pharaon en tirait le bénéfice ultime, le prestige de régner sur un royaume dont l'influence s'étendait à travers les déserts, les mers et jusque dans l'imaginaire de terres lointaines. En résumé, la diplomatie remplissait les greniers, mais le commerce faisait sourire le trésor du palais. En matière de diplomatie, le pharaon n'était pas seulement le chef de l'État. Il était l'influenceur ultime du monde antique. Imaginez-le, non pas en armure de guerre poussiéreuse, mais paré d'or étincelant et du lin le plus fin, accueillant les envoyés étrangers avec un mélange parfait de charme et d'intimidation. Un prince venu d'une contrée lointaine pouvait être ébloui par les colonnes imposantes du palais, les parfums exotiques flottant dans l'air et le nombre intimidant de gardes astiquant leurs lances d'un air détaché. Le pharaon parlait en grande métaphore, comparant les alliances au Nil, parfois calmes, parfois en crue,
mais toujours source de vie. Les cadeaux s'échangeaient, statues d'or contre animaux exotiques, rouleaux de papyrus contre épices rares. Dans les coulisses, les scribes notaient fébrilement chaque mot, veillant à ce que l'histoire retienne autant l'esprit que la sagesse du pharaon. Son rôle allait bien au-delà de la signature de traités. Il était une campagne de relations publiques ambulante pour l'Égypte, projetant force, prospérité et juste assez de mystère pour maintenir les autres dirigeants dans l'expectative. En bref, quand le pharaon parlait, le monde écoutait, ou du moins faisait semblant, tout en préparant son prochain accord commercial. Le nouvel empire fut l'ère blockbuster de l'Égypte. Moins séries Netflix et plus documentaires épiques en IMAX. Mais en vrai, c'était le moment où le Nil ne traversait pas seulement l'Égypte, mais un empire s'étendant des déserts de Nubie aux confins du Levant. Les pharaons arpentaient le monde antique comme des rockstars en tournée mondiale, rapportant de l'or, des animaux exotiques et parfois un roi vaincu. D'immenses temples s'élevaient comme des gratte-ciel de pierre, couverts de hiéroglyphes vantant leur victoire. Parce que si ce n'est pas gravé dans la pierre, est-ce que ça s'est vraiment passé? Les routes commerciales fourmillaient de marchands transportant des produits de luxe, du bois de cèdre au lapis lazuli, tous estampillés du sceau égyptien. L'armée n'était pas seulement massive, elle était parfaitement rodée, disciplinée et accessoirisée de chars étincelants. Pourtant, la diplomatie prospérait aux côtés des conquêtes. Des envoyés portaient des messages enveloppés dans de la feuille d'or, équilibrant traités de paix et menaces subtiles. Le nouvel empire n'était pas qu'un âge d'or, c'était l'Égypte montant le volume à 11, éblouissant ses voisins tout en leur rappelant qui dominait le Nil. Oubliez toutes les images que vous avez des pharaons comme des hommes barbus et musclés. Hatshepsut a totalement réécrit le scénario. Elle n'était pas juste une reine assise sur son trône à faire joli. Elle était la véritable maîtresse du pouvoir en Égypte. Officiellement titrée pharaon, et même représentée avec la fausse barbe traditionnelle sur les statues, car oui, l'image de marque compte, elle gouverna avec un mélange d'intelligence, de charme et, à l'occasion, d'un petit coup de force. Son règne fut marqué par la paix, la prospérité et des projets de construction ambitieux, dont son époustouflant temple funéraire à Deir el-Bahari, qui impressionne encore les architectes aujourd'hui. Mais Hatshepsut ne se contentait pas d'empiler des blocs de calcaire. Elle était une experte en communication. Elle lança de hardies expéditions commerciales vers des terres lointaines comme le pays de Punt, rapportant or, encens, animaux exotiques et de quoi se vanter. Même si certains successeurs masculins tentèrent de l'effacer de l'histoire, la politique antique pouvait être mesquine, ses réalisations étaient trop monumentales pour disparaître. Elle prouva que diriger ne relevait pas des biceps, mais du cerveau, de la vision et d'un style royal impeccable. Hatshepsut ne porta pas seulement la couronne, elle la fit briller plus que jamais. Si l'Égypte ancienne avait eu une émission de télé-réalité, Akhenaton aurait été celui qui renverse la table en plein milieu de la saison. Né Amenhotep IV, il décida que les anciens dieux étaient dépassés et qu'un seul dieu solaire, Aton, serait désormais la star. Ce n'était pas un petit ajustement, mais une refonte religieuse totale. Les temples dédiés aux autres dieux furent fermés, les prêtres perdirent dans leur passe VIP et le culte se concentra sur le bain de rayons dorés d'Aton. Akhenaton alla même jusqu'à bâtir une nouvelle capitale, Akhetaton, l'actuelle Amarna, parce que, visiblement, Thèbes ne collait pas à l'esthétique recherchée. Mais le twist le plus surprenant, son relooking artistique. Les statues le montraient avec des traits allongés, un petit ventre et une posture décontractée, bien loin du pharaon musclé et à la mâchoire carrée habituelle. Le peuple chuchotait. Les critiques fulminaient et les historiens débattent encore pour savoir s'il était un réformateur visionnaire, un fanatique religieux ou juste quelqu'un avec des opinions très tranchées sur la lumière du soleil. Son règne fut de courte durée et à sa mort, les anciens dieux firent leur grand retour. Mais pendant un court moment flamboyant, Akhenaton transforma l'Égypte en un laboratoire de culte solaire, de réinvention artistique et de rupture avec la tradition. Si l'histoire avait un prix du pharaon le plus médiatisé, Toutankhamon le remporterait sans lever le petit doigt. Ironiquement, il n'est pas célèbre pour avoir gouverné l'Égypte, mais pour être mort jeune et avoir laissé derrière lui le trésor archéologique le plus éblouissant jamais découvert. Couronné enfant,
il hérita du chaos laissé par Akhenaton et rétablit tranquillement les anciens dieux, probablement tout en révisant ses tables de multiplication. Son règne fut court et, à la fin de son adolescence, Toutankhamon disparut. La cause de sa mort reste mystérieuse, avec des théories allant de l'accident au meurtre, en passant par un moustique particulièrement malchanceux. Avançons jusqu'en 1922. Howard Carter ouvre sa tombe dans la vallée des rois et le monde entier retient son souffle. Masques d'or, dagues incrustées de pierres précieuses, chars et assez de bling-bling pour faire rougir un rappeur, le tout resté intact pendant plus de 3000 ans. Cette découverte fit de lui une superstar mondiale, prouvant que parfois, la campagne de communication posthume est plus forte que la vie elle-même. Aujourd'hui, le nom de Toutankhamon continue de remplir les musées en faisant l'influenceur ultime de l'Antiquité. Si l'Égypte antique avait eu un service de relations publiques, Ramsès II en aurait été l'affiche, et probablement le PDG. Connu sous le nom de Ramsès le Grand, il régna pendant 66 années incroyables, ce qui, à l'échelle des pharaons, équivaut à 3 vies. Il ne resta pas assis sur un trône doré à se tourner les pouces. Il construisit tout. Temples, statues, obélisques, peu importe, il y inscrivait son nom. Si vous voyez un monument géant en Égypte, il y a de fortes chances que Ramsès l'ait commandé, posé pour lui, et qu'il se soit assuré que tout le monde sache que c'était le sien. Il se voyait aussi comme un grand guerrier, affrontant notamment les Hittites à la bataille de Kadesh. La bataille se termina par un match nul, mais Ramsès la transforma en le tout premier communiqué politique de victoire de l'histoire. Il eut des dizaines d'épouses et plus de 100 enfants, garantissant que ses réunions de famille soient ne plus peuplées que certaines villes modernes. Même dans la mort, sa momie dégage une énergie de personnage principal, défiant encore les visiteurs avec un regard qui dit « Oui, c'est moi qui ai construit ça ». Ramsès n'a pas seulement laissé une trace dans l'histoire, il l'a gravée dans la pierre en taille de police immense. Tout grand empire a sa phase gênante de disputes familiales, et pour l'Égypte antique, ce fut l'ère de crise interne et de fragmentation du pouvoir. Imaginez la cour royale, non pas comme une équipe soudée, mais comme une émission de télé-réalité où grands prêtres, gouverneurs provinciaux et princes ambitieux se disputaient du temps d'antenne et le trône. Les pharaons n'étaient plus les dieux solaires tout-puissants d'autrefois. Certains n'étaient le guère plus que des figurines, tandis que le véritable pouvoir passait aux mains des dirigeants locaux. Ces chefs régionaux se comportaient comme de mini-pharaons, construisant leurs propres monuments, percevant des impôts pour eux-mêmes, et parfois oubliant qu'ils devaient encore allégeance à la capitale. Ce jeu politique de « qui est vraiment aux commandes » laissa l'Égypte vulnérable, les ressources étant gaspillées en querelles mesquines plutôt qu'en défense des frontières. Le trésor se vidait plus vite que le portefeuille d'un touriste dans une boutique de souvenirs de pyramides, et le peuple se retrouvait coincé au milieu, payant 2 fois ses impôts pour rien en retour. L'âge d'or était terminé, et les fissures du royaume commençaient à se voir, littéralement, sur les murs des temples négligés. Si les querelles internes étaient moins mauvaises, la pression étrangère, c'était comme un coup de soleil suivi de claques, à répétition. Avec la direction égyptienne distraite par les luttes de pouvoir, les voisins commençaient à tourner autour comme des vautours affamés. À l'est, des empires émergents voyaient l'or et le grain de l'Égypte comme un buffet à volonté. Au nord, les routes commerciales méditerranéennes devenaient un terrain de jeu pour des puissances rivales, prêtes à montrer leurs muscles navals. Et au sud, la Nubie n'était plus seulement un voisin amical. C'était un concurrent avec ses propres ambitions. La diplomatie se transformait souvent en concours de celui qui enverrait le cadeau le plus somptueux, et quand cela échouait, les lances prenaient la parole. Les marchands se plaignaient des tarifs étrangers. Les soldats râlaient d'être envoyés patrouiller des frontières interminables. Et les Égyptiens ordinaires se demandaient pourquoi leurs impôts finançaient des guerres qui semblaient partout, sauf à la maison. C'était comme si l'Égypte était devenue la version antique de la station balnéaire la plus convoitée du monde. Tout le monde en voulait un morceau et personne ne réservait de vacances paisibles. Si la pression étrangère était un mal de tête, les invasions assyriennes et perses furent une migraine complète avec feu d'artifice. Les Assyriens arrivèrent les premiers,
armés de leurs armes en fer, de leurs chars et de la confiance arrogante d'une superpuissance au sale caractère. Les villes égyptiennes tombèrent comme des dominos, et les pharaons autrefois puissants furent rétrogradés au rang de simples gestionnaires régionaux sous supervision assyrienne. Juste au moment où l'Égypte pensait pouvoir souffler, les Perses débarquèrent, empire plus vaste, uniforme plus élégant et plan d'expansion encore plus agressif. Ils transformèrent l'Égypte en satrapie, ce qui, en vieux perse, signifie « province que nous possédons désormais, merci beaucoup ». Les impôts partaient, les gouverneurs perses s'installaient, et la richesse du Nil servait directement à financer des guerres qui n'avaient rien à voir avec l'Égypte. Pour les Égyptiens ordinaires, c'était comme vivre dans une villa de luxe devenue soudain un Airbnb pour deux propriétaires successifs, tous deux exigeant le loyer, redécorant sans demander et laissant leurs armées camper dans le jardin. Si l'Égypte pensait que les Perses étaient le boss final, c'est qu'elle n'avait clairement pas rencontré Alexandre le Grand, un homme qui collectionnait les empires comme d'autres collectionnent des timbres. En 332, à Vénagimensé, Alexandre arriva avec son armée parfaitement organisée, sa cape dramatique et ce charisme qui poussait les gens à soit le suivre, soit se rendre sur le champ. Les Perses n'eurent même pas le temps de chauffer leurs sandales avant d'être expulsés. Et la surprise? Alexandre n'était pas là pour tout casser. Au contraire, il joua les invités charmants, respecta les dieux égyptiens, visita les temples et laissa même croire qu'il était le fils d'Aimon, la divinité suprême. En retour, l'Égypte l'accueillit comme une célébrité disparue depuis longtemps. Il fonda la ville d'Alexandrie, qui deviendrait le centre intellectuel du monde antique. Pour les Égyptiens, c'était un mélange étrange. D'un côté, c'était un conquérant étranger. De l'autre, il apportait bibliothèque, commerce et ce sentiment de « nous sommes à nouveau importants ». C'était comme si votre maison était envahie par quelqu'un qui remplace vos vieux meubles par du design haut de gamme et vous installe le Wi-Fi ultra rapide. Après la sortie théâtrale d'Alexandre de la scène historique, l'Égypte entra dans l'ère ptolémaïque. Drames familiaux, intrigues politiques et assez de scandales royaux pour alimenter les ragots pendant des siècles. Mais en 30 Ababiman d'Abmaïtakchesi, le rideau tomba lorsque Rome fit son entrée, et par fit son entrée, on veut dire, débarqua avec des légions, de l'ambition et le fantôme de Jules César, encore en train de murmurer en coulisses. Cléopâtre VII, dernière reine d'Égypte, tenta de jouer aux échecs politiques avec Rome, d'abord avec César, puis avec Marc-Antoine. Mais Auguste, anciennement Octave, n'était pas là pour une romance. Il était là pour l'expansion de l'Empire. Après la célèbre bataille navale d'Actium, l'Égypte fut officiellement intégrée à l'Empire romain. Dès lors, la terre des pharaons devint le grenier à blé de Rome, fournissant les céréales pour nourrir une capitale toujours affamée. Les temples tenaient toujours, le Nil coulait encore, mais les couronnes étaient désormais des couronnes de laurier. L'identité de l'Égypte passa de maître de leur destin à bien immobilier de prestige sous nouvelle gestion. Des imposantes pyramides de verre du Louvre aux obélisques ornant les places, l'héritage architectural de l'Égypte antique est, en gros, la tendance design la plus durable au monde. Les architectes modernes continuent d'emprunter leur inspiration dans le manuel des pharaons. Symétrie, échelle monumentale et talent pour faire se sentir les visiteurs très, très petits. Promenez-vous à Washington DC et vous tomberez sur le Washington Monument, un gigantesque point d'exclamation en pierre qui murmure « Oui, je suis un obélisque, fait avec ». À Las Vegas, les casinos misent à fond sur le style pharaon, tandis que les hôtels de luxe installent des halls en forme de pyramide comme si c'était un mardi banal. Même les maisons de banlieue glissent des motifs égyptiens sur les portails ou les carreaux, car apparemment, rien ne dit « bienvenue » comme un dieu solaire gravé dans le bronze. Ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ces designs véhiculent puissance, stabilité et drame intemporel que les filtres Instagram ne peuvent qu'envier. Les anciens bâtisseurs n'avaient peut-être pas de grue ni de logiciel 3D, mais ils avaient la vision, la sueur et un mystérieux talent pour faire obéir les blocs de pierre. Et franchement, qui ne voudrait pas que la ligne d'horizon de sa ville ait un petit air légendaire? On pourrait croire que la religion de l'Égypte antique est morte avec le dernier pharaon, mais pas du tout, elle moonwalk dans la culture pop depuis. L'œil d'Horus, aujourd'hui c'est le tatouage préféré,
des rockstars aux profs de yoga. L'Ankh, en gros, la version antique du symbole infini, visible dans les bijouteries du monde entier. Même des dieux comme Anubis et Rhea ont trouvé une seconde carrière comme boss de jeux vidéo, méchants de films ou costumes d'Halloween, avec un degré de précision historique discutable. Et n'oublions pas la momie, jadis figure sacrée embaumée, désormais star de films d'horreur comiques, enveloppée de plus de blagues que de malédictions. Les symboles égyptiens sont devenus un raccourci visuel pour le mystère, la puissance et juste ce qu'il faut de drame un peu effrayant. Qu'il s'agisse d'un clip vidéo avec des pyramides en arrière-plan, d'un méchant Marvel en mode pharaon ou d'une marque indépendante qui baptise son café Osiris Brew, les anciens dieux ne sont jamais vraiment partis. Ils ont juste troqué les murs des temples pour les panneaux publicitaires et les fils Instagram. L'immortalité, finalement, ce n'est pas toujours vivre éternellement. C'est aussi être tendance pendant 3000 ans. L'archéologie en Égypte, ce n'est pas juste brosser du sable sur de vieilles pierres. C'est la chasse au trésor ultime de l'histoire, avec crème solaire en bonus. Chaque année, des équipes de scientifiques, d'aventuriers et parfois d'animateurs télé un peu trop enthousiastes débarquent dans le désert, espérant découvrir le prochain trésor digne de Toutankhamon. Un instant, on déterre un pot cassé, et l'instant d'après, c'est tout un complexe funéraire avec des peintures si vives qu'on croirait que les artistes antiques viennent de partir déjeuner. Ces trouvailles ne restent pas seulement dans les musées, elles redonnent vie à des histoires enfouies depuis des millénaires. Et les habitants? Ils regardent ce cirque archéologique arriver en ville, à la fois amusés et fiers. Parfois, une fouille réécrit les livres d'histoire du jour au lendemain, comme trouver des preuves qu'un certain pharaon n'était pas aussi mort qu'on le pensait, du moins politiquement. C'est un mélange de science, d'aventure et juste ce qu'il faut de mystère pour que les producteurs de Netflix restent dans les parages. Parce que chaque artefact est une pièce d'un immense puzzle, appelé Histoire humaine, et l'Égypte continue d'en sortir de nouvelles du sable. L'Égypte antique n'a pas seulement construit des pyramides. Elle a construit une marque que Hollywood, les romanciers et les artistes exploitent depuis des décennies. Des épopées grandioses comme Cléopâtre, au blockbuster de momies en fuite, le Nil a inspiré plus de scénarios qu'un scénariste sous triple espresso. Dans les livres, l'Égypte apparaît tantôt comme un paradis mystique, tantôt comme une usine à malédiction, selon que l'auteur se sente romantique ou effrayant. Peintres et sculpteurs puisent toujours leur inspiration dans les hiéroglyphes, les masques dorés et les statues arborant ce parfait demi-sourire mystérieux. Et n'oublions pas la scène. Broadway a eu sa bonne part de pharaons entonnant des chansons à plein poumon. C'est comme si l'Égypte antique avait signé un contrat de contenu éternel avec la pop culture. Le meilleur? Peu importe combien de fois on la réinvente, que ce soit en drame historique précis ou en aventure remplie d'anacondas en CGI, l'Égypte garde son charme. Les costumes, la grandeur, le mystère éternel. Tout cela garde le public accroché, prouvant que certaines histoires ne font pas que survivre. Elles prospèrent sous les projecteurs. Si l'Égypte antique pouvait nous envoyer une dernière carte postale, elle dirait probablement « survivre, s'adapter, éblouir ». Cette civilisation a prospéré pendant des millénaires dans l'un des environnements les plus rudes de la planète, non pas en résistant obstinément au changement, mais en l'embrassant avec panache. Lorsque le Nil changeait de cours, ils réorganisaient leur irrigation. Quand de nouvelles cultures arrivaient, ils empruntaient, mélangeaient et amélioraient leurs propres traditions. Leurs temples n'étaient pas seulement de la pierre, c'étaient des plans ambitieux en constante évolution. Même leur art s'adaptait, changeant de style tout en conservant cette âme égyptienne inimitable. Cela rappelle que survivre, ce n'est pas s'accrocher au passé comme à une relique poussiéreuse, mais le remixer en quelque chose de neuf sans perdre la mélodie centrale. Des hiéroglyphes au hashtag, des bateaux de roseaux au laboratoire de recherche. La leçon reste la même. Ceux qui s'adaptent ne font pas que durer, ils inspirent. Et c'est peut-être pourquoi l'héritage de l'Égypte ressemble moins à une pièce de musée qu'à une playlist vivante. Toujours pertinente, toujours reconnaissable et toujours prête pour son prochain remix.